Quelles sont les opportunités value allemandes de ce mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de notre screener value allemand. Alors, on prend les cotations principales d'entreprises qui se négocient en Allemagne. On prend notre panel d'industrie classique. On enlève immobilier, automobile, banque, assurance, pharma et biotech. Ça nous laisse quand même pas mal d'industries. Market cap de 100 millions d'euros minimum pour avoir des dossiers qui sont liquides et sur lesquels la communication est satisfaisante. Un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA de 6 fois maximum pour être un peu radin et value du coup. 7% de rendement des capitaux investis pour avoir quand même des dossiers qualitatifs et un endettement de 3 fois l'EBITDA maximum. On y va. Comme d'habitude, on passe en revue les colonnes. Donc vous avez le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, et ici la valorisation par rapport aux capitaux propres tangibles, le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres ici, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution potentielle, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio qui est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Bon, le premier dossier, Hapag-Lloyd. Donc ça, c'est une entreprise qui fait de... C'est un armateur, donc qui fait du fret maritime. On est sur une grosse boîte, 29,5 milliards de dollars de market cap, 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc sur le fret maritime, il y a un super cycle qui commence à ralentir maintenant. Mais pour l'instant, ça ralentit pas si vite que ça, donc il y a encore de l'argent à gagner sur ce secteur. 6 fois la VE sur EBITDA, donc c'est pas très cher. On est à 11 fois en termes de course au bénéfice et course au free cash flow. Donc bon, c'est value, on va dire que c'est value quand même ce dossier. Pas de décote sur actifs tangibles, c'est dommage, parce que sur d'autres dossiers du fret maritime, comme D'Amico ou comme Hog Autoliners, vous avez des grosses décotes sur actifs tangibles, mais c'est pas le cas ici. Ah bon, mais c'est une large cap aussi, donc c'est peut-être normal. Vous avez 9,3% de rendement des capitaux investis, tout à fait correct comme rentabilité. 0,2 fois l'EBITDA en dette nette, donc il n'y a quasiment pas de dette. 5,6% de rendement du dividende, ça c'est intéressant. Un rendement de l'actionnaire à 6%. Donc il y a des rachats d'actions, il faut voir si ces actions sont annulées derrière. Équivalence free cash flow et bénéfice net, payout ratio à 65%, donc ce dividende est soutenable. Maintenant, c'est pas dit qu'il augmente beaucoup, donc voilà, c'est pas mal. Hapag-Lloyd, vu que c'est une large cap, en plus, c'est bien, parce que c'est très décoté. Mais sur les large caps, vous n'avez pas de problème de liquidité, c'est moins volatile. Intéressant à aller creuser, à mon avis, ce petit dossier. Ensuite, vous êtes sur RWE, donc ça, c'est on va dire le distributeur, le réseau de transport et de distribution d'électricité. 28 milliards de dollars de market cap, 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc une forte croissance, c'est un peu suspect. Soit il y a le prix d'électricité qui a joué, soit ils font de la croissance externe, donc à voir. 5,4 en VO sur EBITDA, c'est pas cher. 6,6 en ratio coût-bénéfice, c'est vraiment pas cher du tout. Attention que les free cash flow sont négatifs, c'est pas un problème si c'est ponctuel. Il y a peut-être une dépense en capital qui est élevée. Et ça, si c'est ponctuel, c'est pas très grave, mais si c'est structurel, là, c'est dangereux. 8,5 en rendement des capitaux investis, ce qui est bien pour une boîte qui opère dans un secteur qui est à capital intensif. 2,5 fois les bidas en dette nette, c'est un peu lourd, mais pour une boîte, une utilities, on peut aller jusqu'à 5 fois, donc là, on en est encore très loin, donc il y a de la marge de sécurité là-dessus. 3,3% de rendement du dividende, il y a 2,4% de rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de dilution potentiellement, ou en tout cas des actions qui sont remises en circulation. Il faut voir d'où elles sortent. Free cash flow négatif, donc on a versé ce dividende à crédit, malheureusement. RWE, là, RWE, pardon, c'est pas mal en fait. Il faut juste regarder le point sur les free cash flow. Autrement, c'est un bon petit dossier value, à mon avis, pas trop volatile. Donc, à aller creuser. Ensuite, vous êtes sur One and One. Alors, One and One, ils sont ici. C'est une boîte qui fait des télécoms, réseaux de télécommunications, donc filaires, enfin terrestres et mobiles. On est sur 3,7 milliards de dollars de market cap, 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a pas de croissance dans ce secteur. 4,6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 19,4 en ratio coût-bénéfice. Donc ça c'est pas value, mais 4,6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est value. Il faut voir pourquoi est-ce que les bénéfices sont plutôt bas. Est-ce qu'il y a une dépréciation exceptionnelle, etc. Mais ici, ce multiple me fait dire quand même que c'est pas très cher payé. 7,4 en rendement des capitaux investis, correct pour un secteur capital intensif. 0,4 fois les EBITDA en dette nette, ça c'est bien. On n'est pas endetté quasiment. 0,3% de rendement du dividende et de l'actionnaire.
Bon, ça a été versé à crédit, c'est pas très généreux, mais bon, c'est pas, pour cette rémunération qu'on va sur ce genre de dossier. Donc ça se regarde ce petit dossier, one in one. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des investissements passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran. On continue tout de suite avec Usine UTZ. Alors eux, ils font des revêtements de sol. C'est une sorte de target allemand. Alors, on est sur 351 millions de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 6,4 en VE sur EBITDA, c'est pas cher, 11,5 en ratio coût-bénéfice, 8 en ratio coût free cash flow. Donc c'est plutôt une boîte qui dégage des free cash flow apparemment. Enfin, faut voir, hein. Mais c'est value hein, sur les multiples. On est à 8 en rendement des capitaux investis, correct. 0,6 fois en termes de dette nette sur EBITDA, donc on n'est pas trop endetté. 3,1% de rendement du dividende, c'est bien. 2,4% de rendement actionnaire. Donc il y a peut-être un peu de dilution à vérifier. On est sur un payout ratio de 27% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc soutenable ce dividende. Pas mal aussi à aller creuser ce petit dossier, hein. Ça peut être intéressant. Dutch Rohstoff. Alors eux, ils font des matières premières, donc raw materials, matières premières, mining companies, donc ils font aussi des métaux, la production de métaux. De quel type de métaux il s'agit? Il faudrait voir. Ça va être du tungstène et du lithium. Intéressant, hein, le lithium pour la thématique électrification. Alors, 208 millions de dollars de market cap, surtout que c'est une micro-cap, 42% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il faut voir, est-ce qu'ils ont racheté quelque chose? Est-ce qu'ils ont fait la croissance organique? Sur des micro-caps comme ça, sur small cap, on peut facilement faire de la croissance assez forte, hein. 2,1 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas cher. On est à 4 en ratio coût-bénéfice, mais les free cash flow sont négatifs. Donc, est-ce qu'il y a une dépense en capital élevée ponctuelle ou est-ce qu'elle est structurelle? Il faut vérifier, comme d'habitude. Vous avez 10% de décote sur actifs tangibles. De quoi sont constitués ces actifs tangibles? À mon avis, ce sont en gros, les réserves dans les mines, hein. Voilà. On est sur 15% de rendement des capitaux investis. C'est plutôt bien, hein. C'est très bien hein, pour ce genre d'entreprise qui est intensive en capital. 0,8 fois les bidas en dette nette. Donc le bilan est pas trop lourd. 5,4% de rendement de dividende. Vous avez 10% de rendement de l'actionnaire. Sympathique, hein, c'est quand même sympathique. Bon, ça a été versé à crédit, c'est un peu moins sympathique. Mais bon, on va dire que si les free cash flows sont au niveau des bénéfices nets, on va dire structurellement, et qu'il y a des déviations temporaires, c'est pas très grave. Donc là, bon petit dossier, hein. Ce qui est intéressant de noter, hein, c'est qu'en Allemagne, il y a beaucoup de boîtes qui ont des free cash flow négatifs en ce moment. Donc il y a une grosse dépense en capital. Il y a peut-être un facteur qui explique cela. En tout cas, euh, espérons que ça se rétablisse correctement par la suite. Qu'est-ce qu'on peut garder dans cette liste? Moi, j'aime bien Hapag-Lloyd. C'est sympa quand même comme dossier. En plus, on n'a pas de problème de free cash flow. Donc plutôt bien. Alors RWE, pourquoi pas, mais attention free cash flow. On peut regarder Usine, ça a l'air pas mal aussi, bon petit dossier. Et Dutch Rohstoff, après c'est cyclique, hein, ce genre de boîte. Donc pourquoi pas. J'espère que cette analyse du screener value allemand vous a intéressé. C'est quand même un pouce vers le haut. Et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.